Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine devant l'ONU. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Et puis cette décision peut-elle changer le quotidien des Gazaouis bombardés sans relâche depuis bientôt 2 ans par l'armée israélienne? Que pensent les Israéliens et leurs alliés de cette reconnaissance de la Palestine par la France? On parle de tout cela avec Sonia de Le Salle-Stolper, chef du service international de Libération. Quand Emmanuel Macron signifie que la France reconnaît l'État de Palestine, qu'est-ce que ça signifie en fait très concrètement, cette déclaration devant l'ONU de la part du président français hier donc à New York? Alors, on l'a entendu partout, c'est une déclaration historique. Après, c'est aussi une déclaration essentiellement symbolique. Pourquoi symbolique? Parce que à l'heure actuelle, en fait, il y a à peu près 3/4 des 193 pays membres des Nations Unies qui reconnaissent l'État de Palestine. Or, concrètement, sur le terrain, cet État n'existe pas. Pour avoir un État, il faut un territoire, il faut un gouvernement, il faut une économie qui fonctionne, etc. Et on le sait pour une raison très simple, l'occupation à la fois de Gaza et de la Cisjordanie, ou en cours d'occupation, empêche cette formation d'un État palestinien. Par ailleurs, pour qu'un État soit reconnu officiellement comme un État, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies l'approuvent. Or, parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis sont contre, pour le moment, la reconnaissance de la Palestine, et ils ont un droit de veto, donc pour le moment, c'est pas possible. Ce qui est intéressant avec la déclaration d'Emmanuel Macron, il faut souligner qu'avec la France a emmené avec elle, même si les déclarations ont eu lieu un petit peu de manière hachée au cours des derniers jours, mais elle a emmené avec elle 9 autres pays, alors certains tout petits, comme Saint-Marin ou Luxembourg, mais d'autres qui sont des alliés de poids, et des alliés de poids notamment des États-Unis. Donc c'est ça qui est intéressant, la décision de se ranger de ce côté-là de l'histoire. Le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni ont reconnu également, à l'initiative, donc c'est la France quand même qui a été l'instigatrice, et Emmanuel Macron qui a été l'instigateur de cette déclaration en juillet dernier, enfin même un petit peu avant juillet dernier. Et donc en fait, ça reste symbolique, mais c'était important. C'était important qu'on ait ce moment-là, à ce moment-là, probablement aussi de la guerre à Gaza, en plus à un endroit qui est quand même symboliquement très chargé, la tribune des Nations Unies à New York, à l'ouverture de la semaine qui est la semaine annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, où tous les dirigeants du monde vont se relayer à la tribune pour donner en fait leur vision personnelle du monde selon eux. On va avoir le monde selon Trump cet après-midi. Donc c'était important d'avoir cette déclaration d'Emmanuel Macron hier à la tribune de l'ONU. J'interromps très brièvement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permet de ne rater aucune de nos prochaines discussions, ni aucun de nos prochains reportages, ni aucune de nos prochaines enquêtes que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Mais donc si je comprends bien ce que tu dis, Sonia, ça veut dire que malgré cette déclaration de reconnaissance de la part d'Emmanuel Macron de l'État palestinien, la Palestine au niveau international n'est pas plus reconnue qu'avant? Alors, je dirais pas ça, parce qu'elle est plus reconnue qu'avant dans le sens où il y a des pays majeurs, membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, le seul membre du Conseil, le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne reconnaît pas la Palestine, ce sont les États-Unis. Tous les autres, la Chine, la Russie, paradoxalement, mais la France aujourd'hui, le Royaume-Uni, ont reconnu, désormais, reconnaissent l'État de Palestine. Donc ça ne change rien sur le terrain. C'est là qu'il faut se rappeler que nous, on célèbre peut-être dans nos pays en paix, entre guillemets, on célèbre un moment historique, presque joyeux et important. Sur le terrain, à Gaza, en Cisjordanie, les Palestiniens, et on en a interrogé dans nos pages, ne voient pas l'intérêt, ou ne sont pas préoccupés particulièrement par ce qui s'est passé hier ou ce qui se passe cette semaine. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que on remet sur le tapis, parce qu'accompagné de cette déclaration très officielle, il y a toute une idée de plan et surtout de solution à 2 États, qui est une solution qui existe depuis déjà des années, mais qui a été rendue totalement caduque par les 2 dernières années particulièrement. Ça fait un moment, mais plus particulièrement par les 2 dernières années. Et soudain, cette solution-là est remise dans le débat public, sur le devant de la table, avec en fait l'idée derrière qu'en fait il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y en a pas qui existe d'autres solutions pour ramener la paix dans la région. Il y a soit une solution de guerre qui n'en finira jamais, et dans ce cas-là, voilà. Ou alors, si on veut la paix dans cette région, et ça dépasse bien largement les frontières d'Israël ou de la Cisjordanie ou de Gaza, c'est bien plus large que ça, c'est tout le Moyen-Orient. Si on veut une région qui soit pacifiée ou pacifique, il faut qu'à un moment donné, il y ait une solution, et cette solution, elle passe par 2 États. En tout cas, c'est la conclusion que donne Emmanuel Macron, mais aussi tous les autres dirigeants qui ont reconnu en même temps que lui la Palestine. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que ça signifie, là, cette fameuse solution à 2 États, parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis bien longtemps. Ça signifie une solution à 2 États, ça signifie 2 États qui vivent sur un territoire qui est tout petit, finalement le territoire est minuscule, mais avec 2 entités différentes qui réussissent à travailler et à vivre, parce qu'il faut savoir aussi, ça aussi on l'a raconté dans nos pages, et je vous encourage à lire sur notre site, l'économie par exemple de la Cisjordanie, l'économie palestinienne est étroitement imbriquée avec l'économie israélienne, parce qu'il y a des entreprises d'un côté de la ligne qui fonctionnent, des travailleurs qui vont de l'autre côté, ou qui allaient en tout cas, et tout ça est bloqué à l'heure actuelle, ou en tout cas est contrarié, on va dire. Donc l'idée est de pouvoir permettre à 2 peuples différents, mais qui viennent de la même région, de vivre côte à côte en respectant les institutions des uns et des autres. Et la grosse question est là, c'est qu'à l'heure actuelle, les institutions palestiniennes, elles sont abîmées. Elles sont d'un côté une organisation terroriste, le Hamas, qui ne peut pas être considérée et qui ne sera plus jamais considérée, en tout cas dans sa forme actuelle, comme un acteur potentiel de la gestion. Et ça, c'est très clair dans tout ce qui a été dit hier à la tribune, dans les réactions des pays arabes aussi. Mahmoud Abbas, qui est le leader de l'autorité palestinienne, qui elle-même est très discréditée en Cisjordanie, etc., mais l'a dit très clairement hier, le Hamas ne pourra pas prendre part à un gouvernement, quel qu'il soit, plus tard. En revanche, l'autorité palestinienne, qui était finalement celle sur laquelle reposait la tâche de représenter les Palestiniens, et notamment en Cisjordanie, a plus ou moins failli à sa tâche ces dernières années, avec un sentiment de corruption, de s'être trop... de compromission par rapport à Israël. Enfin, donc cette autorité et ce leader, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'élection libre en Cisjordanie. Et là, Abbas, hier, a promis des élections libres rapidement, auxquelles il ne se représentera pas. Il a 89 ans, il faut qu'il tourne la page, et ce ne sera qu'à ce moment-là, probablement, qu'on pourra envisager peut-être une suite politique et plus seulement guerrière à l'histoire de cette région. Et pour ça, il faut aussi qu'on passe par un cessez-le-feu, évidemment. Tu parlais là de la volonté, en tout cas du fait qu'Emmanuel Macron et la France étaient favorables à une solution à 2 États. Certains font état de la proposition aussi de certaines figures politiques d'un État binational. Qu'est-ce que ça changerait, ça? Est-ce que c'est une voie potentiellement viable et qui pourrait amener la paix aussi sur ce territoire entre Israël et la Palestine? Le problème d'un État binational, et à l'heure actuelle, finalement, ça paraît compliqué à envisager à l'heure actuelle. Il y a des gens qui parlent parce que là, on est dans la configuration actuelle, c'est celle d'un Israël qui a décidé de vider la bande de Gaza et de la détruire sous le prétexte d'éliminer le Hamas, et d'une occupation accrue de toute la Cisjordanie. Donc en fait, l'État binational, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire un État qui se retrouve avec une minorité sur place, et on parlerait d'apartheid à ce moment-là, de séparation. Comment faire pour faire vivre dans un même État aujourd'hui 2 peuples qui vivent ce qu'ils vivent depuis, et pas seulement depuis 2 ans. Il faut quand même être conscient que c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Donc en fait, la raison pour laquelle tant Emmanuel Macron que les autres dirigeants internationaux remettent au goût du jour, entre guillemets, avec des ajustements, avec des demandes de garantie de l'autorité palestinienne, justement, sur des élections libres, sur
sur un désarmement absolu du Hamas, sur la libération évidemment des otages toujours retenus à Gaza. Et il faut rappeler, il y en a encore sur 250 qui ont été enlevés le 7 octobre. Il en reste à peu près 48 à Gaza, dont on pense à peine une vingtaine encore vivants. Donc en fait, il y a tout ça. C'est comment... et c'est seulement il y a même une proposition dans ce qu'a avancé notamment Emmanuel Macron. Il y a l'idée aussi d'éventuellement avoir alors pas une force d'interposition, mais en tout cas une présence internationale qui permettrait de garantir, en tout cas dans un premier temps, un cessez-le-feu. La paix finit toujours en principe par arriver dans tous les conflits, et très souvent ça prend des années avant de se mettre en place, avant de se poser. Moi j'ai suivi à l'époque l'accord de paix en Irlande du Nord. C'est un contexte évidemment qui n'a rien à voir, si ce n'est qu'il y avait aussi une question de religion, paradoxalement. Et ils ont mis fin à plus de 30 ans, enfin on appelle ça 30 ans de guerre civile, mais en fait les troubles en Irlande existaient depuis le début du XXe siècle, et même avant, et ça a été très dur, et ça a mis très longtemps, et il a fallu que les deux parties fassent des compromis, parfois des compromis violents, et violents pour eux personnellement, parce que voilà, et le problème aussi et c'est pour ça qu'on reste aussi dans le symbolique avec cette déclaration d'État palestinien, c'est que pour qu'on ait la paix, ou pour qu'on puisse même envisager de discuter d'un État binational ou de deux États, il faut qu'il y ait la paix, il faut que les deux parties le veuillent. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, on en est très loin. Je te relais, Sonia, quelques questions que je vois apparaître dans le chat, notamment celle-ci. Maintenant que la France reconnaît l'État de Palestine, quelle obligation a-t-elle, la France, vis-à-vis de cet État ? Alors, l'obligation qu'elle a, c'est qu'elle reste conforme à ce que lui a dicté son honneur ou sa réflexion, on va dire, diplomatique. C'est que il faut que cette déclaration ne soit pas qu'une déclaration. Le discours d'Emmanuel Macron est un beau discours, entre guillemets, est un discours sans doute historique. Il y a des mots, il y a des choses très importantes qui seront sans doute citées peut-être dans les livres d'histoire, j'en sais rien, mais ça reste un moment quand même historique et qui va peser, mais il faut qu'il soit suivi des faits, et c'est ce que demandent essentiellement les Palestiniens, mais il faut absolument que derrière, il y ait une volonté forte de pousser vers cette solution à deux États, vers une résolution du conflit, vers un cessez-le-feu avant tout, vers une résolution des différends avec Israël à l'heure actuelle, pour arriver à les convaincre que finalement cette fuite en avant est une fuite en avant qui touche les Palestiniens au cœur, mais qui en fait touche Israël également et le monde entier. Il y a un impact qui est phénoménal. C'est ça qui est particulièrement, j'allais dire, intéressant, et ça peut sembler un peu froid comme terme, mais dans ce conflit, c'est ça qui est fascinant quelque part, c'est que l'impact de ce conflit dépasse largement les frontières ou les non-frontières de cette région. On l'a vu au cours des derniers mois, c'est quelque chose qui dépasse complètement les frontières. Donc l'obligation de la France, c'est que ce discours-là ne soit pas un discours et juste des mots prononcés dans un moment très solennel. Un viewer demande également si la reconnaissance de l'État de Palestine aura une influence sur la possibilité de brandir des drapeaux palestiniens dans la rue ou de brandir des drapeaux palestiniens sur les mairies en France. Alors, ça, c'est vraiment un débat qui a eu, oui, ces derniers jours particulièrement. Il y a un truc qui est... En fait, il y a deux choses, je pense, dans cette histoire de drapeau qui moi, me paraît, excusez-moi, mais un tout petit peu futile, en tout cas, comme dispute par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs. Mais j'entends cette volonté. Il se trouve que dans certains pays, moi j'ai été correspondante au Royaume-Uni pendant de longues années, dans certains pays, les drapeaux sont étrangers d'ailleurs, sont assez souvent affichés au fronton des mairies, etc. Il y a eu pas mal de drapeaux ukrainiens, il y a là des drapeaux... il y a des drapeaux palestiniens, mais le fait est que le Royaume-Uni n'est pas un État laïque.
C'est un État qui est une monarchie parlementaire dont le roi est le garant et le chef de l'Église. Ça paraît un peu fou pour notre pays, à nous qui est un pays justement très laïque. Donc la réflexion, ou en tout cas le raisonnement autour de cet affichage de drapeau ou pas, c'est nous sommes un pays laïque et nous sommes une république et il ne faut pas qu'on ait d'affichage d'opinion particulière ou autre. Bon, il y a aussi froisser ou pas froisser les susceptibilités et les sensibilités des uns et des autres. Est-ce qu'on peut comprendre et entendre? Donc après, je pense que franchement, c'est pas un très grand débat et finalement ça n'a pas une grande importance s'il y a des drapeaux ou pas, en fait. Et je pense que, personnellement, je pense que c'est pas un problème qu'il y ait des drapeaux palestiniens. Voilà, quoi. Il y a des drapeaux aux couleurs arc-en-ciel, il y a des drapeaux, voilà. Bon, moi, je suis pas pour des drapeaux partout en décoration dans les rues de France, mais personnellement, c'est pas un... Mais je pense pas... Enfin, pardon, et pour répondre à la question précise, je ne pense pas que c'est ça qui aura un impact tellement. Là, on est vraiment dans un truc, on est un pas plus loin, quoi. On est quand même dans un moment où ça pourrait faire avancer l'histoire. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Tu le disais tout à l'heure, pour en revenir sur la reconnaissance de l'État de Palestine, donc par la France et par la voix d'Emmanuel Macron, que les États-Unis, eux, étaient opposés, pour l'instant en tout cas, à cette reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce que ça veut dire qu'ils voient du coup d'un mauvais œil la déclaration et la décision d'Emmanuel Macron? Et est-ce que l'on sait pour quelles raisons les États-Unis de Donald Trump, mais c'était déjà le cas de ses prédécesseurs, sont opposés, eux, pour l'instant, en tout cas, à la reconnaissance de l'État palestinien? Alors, il y a une tradition historique qui est une alliance entre Israël et les États-Unis qui est extrêmement forte, qui ne s'est jamais démentie, quel que soit d'ailleurs le président au pouvoir, que ce soit un président démocrate ou un président républicain. Il y a une forte présence aussi israélienne aux États-Unis. Donc il y a un lien très très fort. Qui pour le moment ne se dément pas. Il se trouve qu'en plus Trump et Netanyahou ont eu des liens très très proches depuis même, y compris pendant le premier mandat de Trump, au cours duquel d'ailleurs paradoxalement, c'est ça qui est un petit peu incroyable, c'est qu'il est plus ou moins l'initiateur des ce qu'on appelle les accords d'Abraham, donc en fait ce rapprochement entre Israël et les pays arabes de la région, ce qui est quand même un truc à l'époque un peu fou, quoi, avec la reconnaissance mutuelle, etc., qui aujourd'hui sont complètement freinés. Et il se trouve que Trump est un peu empêtré et embêté, en fait. On l'a vu, il y a eu 2-3 fois où il a pas aimé la fuite en avant de Netanyahou, qui lui-même se maintient au pouvoir et en essayant de plaire à sa frange d'extrême droite qui le maintient au pouvoir, qui est à son gouvernement. Et donc, en fait, pour le moment, il n'y a pas de question pour les États-Unis d'aller à l'encontre de... Donc, en fait, ce qu'on entend quand on entend Trump, et qui le dira probablement à la tribune de l'ONU cet après-midi, la reconnaissance de la Palestine, c'est un cadeau au Hamas, etc., etc., c'est la rhétorique de Netanyahou et vice-versa. Et Netanyahou ne bougera jamais tant que Trump ne décidera pas qu'il faut lui dire maintenant c'est bon, quoi. Il se voit vendredi, ou il se voit là entre aujourd'hui et vendredi, puisque vendredi Netanyahou sera à la tribune de l'ONU. Mais il est sûr que Donald Trump a sans doute le pouvoir de dire à un moment à Benjamin Netanyahou ça suffit, c'est terminé. Et c'est possible qu'à un moment donné, il décide qu'effectivement, il en a ras-le-bol de cette guerre qu'il devait lui aussi résoudre en quelques jours après son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Et alors, pourquoi les Israéliens, et notamment du coup Benjamin Netanyahou, sont aussi opposés, eux, à la reconnaissance de l'État de Palestine? Pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est un cadeau fait au Hamas, cette reconnaissance? Quels sont leurs arguments? Alors, je ne sais pas s'ils estiment ça, mais c'est en tout cas leur argument principal. Netanyahou, il n'a jamais considéré que la solution à 2 États était une solution qu'il soutenait, qu'il trouvait viable ou qui l'intéressait d'une manière ou d'une autre. Je pense en partie parce que pour lui, cette région ne devrait pas être partagée avec les Palestiniens. Il considère que ça n'a aucun intérêt pour lui, en fait. Donc c'est une solution qu'il n'a jamais soutenue. Pour le coup, on peut presque dire qu'au moins il est cohérent dans son action et dans ses propos. Après, il est entraîné. Il faut rappeler, il y a plein de choses qu'on dit au fil de nos articles et qu'on essaie de raconter, d'expliquer, mais qui ne sont pas toujours peut-être
tout de suite, qui viennent pas toujours à l'esprit, mais Netanyahou ne se maintient au pouvoir que parce qu'il est avec un gouvernement avec lequel il a fait alliance avec l'extrême de l'extrême droite israélienne. Et il a un procès énorme pour corruption qui est en cours, qui lui pend au nez. Le jour où il est devant ce tribunal et le jour où il est condamné, où il quitte le pouvoir, il n'a plus d'immunité. Et à partir de là, il est condamné probablement et il part probablement en prison. Donc depuis des mois et des mois, il tente tout ce qu'il peut pour rester au pouvoir, parce que ça retarde d'autant. Son départ du pouvoir ne sera pas un départ du pouvoir tranquille, je prends ma retraite dans ma villa. Ce sera un départ probablement, si Israël reste une démocratie, ce sera un départ probablement derrière les grilles d'une prison. Donc il y a ça qui l'anime. Il y a aussi le fait que pendant des années, il a encouragé le Hamas pour déstabiliser l'autorité palestinienne. Il a fait en sorte que le Hamas puisse bénéficier de financement par le Qatar, puisque le Hamas avait été élu lors d'élections à Gaza pour gérer donc la bande de Gaza. Et Netanyahou a autorisé ça en partie en pensant que ça allait affaiblir l'autorité palestinienne qu'il voit comme un ennemi aussi. Donc en fait, tout ça est très compliqué parce que jusqu'à présent, on approche des 2 ans du 7 octobre, de l'attentat du 7 octobre. Il y a plein de questions qui se posent autour de cette journée abominable. Et notamment la question de qu'est-ce qui s'est passé, comment ils n'ont pas vu venir ça, comment est-ce que les services de renseignement qui sont réputés être les meilleurs au monde n'ont pas pu appréhender cette attaque folle, quoi, si on se souvient de cette journée. L'enquête est en cours. Netanyahou la freine parce qu'il sait parfaitement qu'il est fort probable que l'enquête va révéler qu'il n'a rien fait pour prévenir cette attaque, qu'il a peut-être ignoré certains avertissements de ses services, etc., etc. Donc en fait, donc pourquoi il dit aujourd'hui, si vous reconnaissez la Palestine, il n'a pas intérêt à la paix, lui, dans ce sens-là. Si la paix arrive demain, ben, la justice continue à faire son travail, à la fois pour lui, à la fois l'enquête sur le 7 octobre. Enfin, tout ça, c'est pas dans son intérêt. Donc en fait, voilà en partie pourquoi il justifie la poursuite de la fuite en avant par le Hamas est partout et tous les Palestiniens, tous les Gazaouis sont des membres du Hamas. Sur les arguments de Netanyahou et qui sont aussi agités par d'autres qui disent que voilà, cette reconnaissance c'est un cadeau et c'est une victoire pour le Hamas. On entendait aussi, je pense, Bernard-Henri Lévy dire que cette reconnaissance c'était une preuve que le terrorisme paie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces déclarations-là, de ces arguments ? Alors, je ne suis pas supposée donner mon opinion personnelle, puisque je suis supposée me fonder sur des faits et être assez claire. Je pense que ça vaut sans doute la peine de lire l'éditorial qu'a écrit le directeur de notre rédaction et de la publication Dov Alphon, parce qu'il a dit des choses, je pense, personnellement assez justes, sur le fait qu'en fait ça n'a pas de sens de dire ça. Il y a une vraie crainte et qui est justifiée parce que ce conflit, encore une fois, déborde de partout et provoque des réactions, une montée qui a été documentée, donc ce n'est pas faux, c'est une montée de l'antisémitisme qui est présente, qui est réelle. Ce qui est donc logique aussi, c'est que certaines personnes de confession juive puissent se sentir menacés ou mal à l'aise par les discours, par ce qu'ils entendent ici et là, par les actes aussi, et que certains donc, et ces réactions en disant mais si on donne ce cadeau à la Palestine, et le Hamas a essayé, mais en fait finalement je regardais, c'était intéressant parce que je regardais, il y a eu la réaction inévitable du Hamas, un porte-parole du Hamas qui a dit merci, c'est formidable, c'est une victoire pour les Palestiniens. Mais en fait c'est pas eux qu'on a entendu tellement, quoi. On a entendu le discours de Macron, on a entendu des réactions internationales, on a entendu Mahmoud Abbas, mais finalement le Hamas s'est passé un peu à la trappe parce qu'en fait tout le monde sait aussi ce qu'est aujourd'hui le Hamas. Donc je pense que c'est un peu un argument qui tient pas forcément, qui tient pas la route en fait, parce que et par ailleurs il y a aussi cette chose un petit peu pas très correcte qui est de la part de Netanyahou d'assimiler les Français
de confession juive comme étant forcément des pro-israéliens et surtout des pro-Netanyahou, ce qui n'est pas le cas, quoi. Enfin, c'est totalement invraisemblable de même prétendre ça et d'assimiler tout le monde comme si en disant ce qui se passe en Israël et à Gaza est aussi une chose... En fait, non, ça ne se passe pas en France. Il faut quand même être lucide et regarder les choses en face. Donc, en fait, la question aussi qui se pose et on peut renverser cette question aussi, c'est si on ne propose pas cette solution à 2 États, s'il n'y a pas de reconnaissance de l'État de Palestine, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour ramener la paix dans la région ? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucune autre voie. Et le gouvernement de Netanyahou, le premier, qui s'est levé en disant ben voilà. Et autant on peut entendre de la part des Israéliens, puisqu'on dit souvent, il y a beaucoup d'Israéliens qui soutiennent la guerre à Gaza, etc. Il faut se rappeler, c'est pour ça que c'est difficile parfois, il faut se souvenir du sentiment qui a eu lieu le 7 octobre, ce sentiment absolu de on n'est plus à l'abri, et il faut se rappeler pourquoi Israël a été créé au tout début, pour offrir un havre de paix et de sécurité à des Juifs qui avaient été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut le rappeler et ne pas l'oublier, parce que je pense que de temps en temps, ça permet aussi de comprendre pourquoi les uns parlent de quel endroit et d'où ils partent quand ils expriment une crainte ou une opposition. Voilà. Donc je suis pas d'accord avec Bernard-Henri Lévy sur ce coup-là. Je vous ai mis dans le chat le billet de Valfond auquel tu faisais référence là tout de suite, Sonia. Est-ce qu'on sait aussi ce qu'en pense la société israélienne ? Alors évidemment, elle ne parle pas d'une seule et même voix, mais est-ce qu'on arrive à estimer de quel côté plutôt se porte actuellement l'opinion publique israélienne sur la question de cette reconnaissance de la Palestine là par certains États occidentaux et notamment la France ? Alors, il y a un sentiment... encore une fois, il faut nuancer, il faut faire attention, parce que je pense que le problème est qu'aujourd'hui, on parle d'une nation qui a été quand même... Alors, je sais bien, il y a toujours une question de tout est relatif et des bilans qui ne sont pas les mêmes, etc. Mais il n'empêche que, à l'échelle de la population israélienne et de l'État israélien, les attaques terroristes du 7 octobre sont un traumatisme. Il y a encore des Israéliens otages qui sont en train dans des tunnels, on a vu des images, parce que le Hamas aussi fait une propagande formidable d'images absolument atroces d'otages dans des tunnels cadavériques, etc. Donc il y a cette angoisse absolue de qu'est-ce qui se passe pour les nôtres, qu'est-ce qui se passe si il y a cette méfiance aussi de se dire s'il y a la paix, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être une vraie paix ou est-ce que ça va être un moyen de préparer ou que le Hamas se réarme et que un nouvel attentat nous arrive derrière. Donc à l'heure actuelle, je dirais pas qu'il y a une population qui est derrière Netanyahou, parce que Netanyahou, ça fait quand même longtemps qu'il est très très impopulaire. Après, il y a une population qui s'est radicalisée, il n'y a pas de doute, qui est très tendue. Ensuite, il y a quand même toutes les semaines des énormes manifestations, notamment à Tel Aviv. Et ce ne sont pas que des familles des otages. Il y a les familles des otages, mais il y a aussi des Israéliens qui descendent dans la rue et qui disent stop, quoi, ça suffit, stop, on n'en peut plus, il faut arrêter, quoi, parce qu'on est dans il y a quand même je pense une conscience d'être dans une spirale infernale. Donc ça, alors peut-être que je regarde le verre un peu à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais il faut pas oublier, il y a encore des gens qui croient qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête. Et il y a même encore des Israéliens et des Palestiniens qui se parlent et qui les deux ont encore l'espoir qu'un jour il puisse y avoir une solution à 2 États et surtout une paix, quoi. Enfin, la possibilité d'échanger, de se parler. On en a à nouveau parlé, je fais beaucoup de pub pour ce qu'on a fait, mais en fait, en parlant, je me dis qu'on a évoqué ces sujets-là, quoi. On a aussi entendu ce matin le Premier ministre espagnol dire que la reconnaissance de la Palestine n'était que le début du chemin et que l'État de Palestine doit être un membre de l'ONU. Est-ce que ça veut dire que lui, Pedro Sánchez, il va plus loin dans son soutien à la Palestine qu'Emmanuel Macron et la France ? Pedro Sánchez, il faut aussi voir ça. Tous les dirigeants, quels qu'ils soient,
dans ces moments de déclaration historique, et ça c'est vrai pour la Palestine, mais c'est vrai pour plein de choses, ces grands moments où en fait il y a une décision qui est prise, qui va être marquante, elles sont liées quand même aussi aux évolutions des opinions publiques. Ces dirigeants sont tous élus à un moment donné ou à un autre, donc ils regardent comment leurs électeurs réagissent. En Espagne, il se trouve que la population est massivement pro-palestinienne, et ce depuis longtemps. L'Espagne a été l'un des premiers pays européens à reconnaître la Palestine, et c'est vrai que Pedro Sánchez surfe sur cette vague en poussant encore plus. Je pense... Voilà, c'est pas un membre du Conseil de sécurité permanent du Conseil de sécurité, donc il a moins de poids finalement que la France ou le Royaume-Uni en ce sens. Et c'est pour ça que c'était significatif que le Royaume-Uni et le Canada se joignent à Emmanuel Macron et à la France. Mais je pense que voilà, on est lié, on est aussi dans ce contexte-là, on suit les opinions publiques, on voit que les opinions... Et puis parce que aussi... tout le monde voit ce qui se passe, quoi. C'est ça qui est complètement paradoxal, c'est qu'on ne peut pas, en tant que journaliste internationaux, être sur place. Et c'est pour ça que ce conflit, c'est super frustrant aussi, parce qu'on ne peut pas être sur place pour démonter parfois certaines propagandes ou juste raconter de nos yeux à nous. On se repose sur des témoins. Alors on a de la chance parce que malgré tout, on arrive à joindre des Gazaouis sur place, on peut aller en Cisjordanie, donc ça au moins on peut raconter. Mais en même temps, c'est un conflit qui se passe devant les yeux du monde, quoi, et tout le monde réagit. Il se passe des horreurs à l'heure où on se parle au Soudan, et paradoxalement, personne ne se mobilise de la même manière. Pourtant, il y a des choses qui sont au moins aussi insoutenables que ce à quoi on assiste à Gaza. Mais il se trouve que c'est un pays moins connu, qui est plus loin, et dans un autre contexte, etc. Donc en fait, je continue à penser que non, Sanchez suit juste son opinion publique et c'est quelque chose qui est très porteur pour lui à l'heure actuelle. Donc du coup, évidemment, il va continuer à pousser le plus possible pour qu'on avance sur la reconnaissance absolue, c'est-à-dire que la Palestine devienne un État au sein de l'ONU. J'aimerais terminer cette discussion, Sonia, sur les termes que l'on emploie aussi à Libération, parce que c'est quelqu'un qui le relevait aussi dans le chat, et ça parle aussi de la situation actuelle à Gaza. On parle de conflit, certains dans le chat parlent de génocide. Pourquoi est-ce qu'à Libération, on emploie ce mot conflit et pas le terme génocide ? Est-ce que je peux peut-être clarifier Alors, c'est pas ce tout à fait vrai qu'on n'emploie pas le terme génocide. On l'a déjà employé plusieurs fois. On a surtout publié des tribunes, des experts, des analyses de juristes, de philosophes, enfin toutes sortes de penseurs, on va dire, qui expliquent pourquoi le terme génocide est employé ou pas employé. C'est un terme qui est juridique, qui n'est pas juridique, mais qui répond à une définition juridique. Et en général, on établit un génocide une fois qu'on a pu... En fait, après, c'est ça qui est terrible, mais c'est après que ce soit produit. Ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été le cas avec le Rwanda, ça a été le cas avec Srebrenica ou Sarajevo. Enfin, c'est des choses qui ont lieu après. Nous, à Libération, on a décidé que on utilise le mot génocide quand on va pas gommer quelqu'un qu'on interviewerait, qui parlerait de génocide. On va dire voilà ce qu'il dit. Nous, dans nos articles, on essaie d'être plus prudent dans le sens où on essaie de rester vraiment dans le cadre des faits et de ne pas prendre. C'est même pas une question de prendre position, parce je pense qu'à Libération, il n'y a pas de doute comment on prend position, mais je pense en fait, on voit, et particulièrement avec ce conflit, les mots ont une telle importance, un tel poids, peuvent parfois être interprétés de manière tellement soit tronquée, soit détournée, qu'en fait, on essaie d'être le plus sobre possible quand on parle des faits et qu'on raconte ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas ou qu'on n'estime pas et qu'on n'est pas
convaincus qu'à un moment donné, officiellement, le terme de génocide sera reconnu complètement et qu'on l'utilisera en disant à l'époque du génocide de Gaza, etc. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais je pense qu'on essaie de rester... De faire notre boulot de journaliste, en fait, et de raconter exactement ce qui se passe et d'expliquer pourquoi il y a ce débat, justement, et c'est intéressant, pourquoi il y a ce débat sur l'emploi ou pas. Et c'est un débat qu'on a eu entre nous, même en tant que journaliste. Pourquoi on utilise ce terme ou pas, etc. Et voilà, pour le moment, on est arrivé à cette conclusion-là. Merci beaucoup à toi, Sonia, d'avoir été avec nous ce midi, malgré cette actualité très chargée, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des viewers.